Il sent le soufre et la cocotte, ce voyage en Turquie. On va se laisser prendre par la plume de l'écrivain Georges Simenon. Pour un temps, en effet, il a abandonné son héros, le commissaire Maigret, pour s'attaquer à un autre genre de personnage, trouble et captivant, la ville d'Istanbul. C'est l'inspiration. Istanbul, avec son Bosphore au reflet argent qui réunit l'Occident et l'Orient. La mer de Marmara et la mer Noire saisissent d'emblée Georges Simenon. Ce ne sont pas ces monuments byzantins, riches pourtant de près de 2000 ans d'histoire, qui captivent le romancier belge, mais ces palais au bord du détroit, ces îles endormies, ou le quartier de Péra, dominé par la tour de Galata. Ici, les grandes fortunes côtoient poules de luxe, escrocs et pique-assiettes. À Istanbul, dès les premiers jours, Simenon s'encanaille dans les fumoirs et sonde les lieux autant que les âmes des habitants. On est en juin 1933. Simenon a alors 30 ans. La ville est en pleine mutation. La jeune république de Mustapha Kemal a balayé l'ancien régime ottoman. Il flotte sur Istanbul, un parfum de fin de régime. Une ambiance qui sied parfaitement à Simenon. Il y côtoie un monde interlope, des désargentés oisifs qui tentent de faire bonne figure et dépensent les dernières miettes de leur fortune. Une mine d'or pour cet écrivain, aimant plus que tout descendre, marche après marche, l'escalier intime de l'être. De cette atmosphère stambouliote va naître l'un des romans de sa première période. Les clients d'Avronos, une peinture sociale des déclassés autant que des puissants, écrite entre deux Maigret. Les premiers mots de Simenon sur Istanbul ne sont pas ceux du romancier, mais ceux du journaliste. Il travaille alors pour le quotidien belge Le Soir. À peine arrivé, il n'a qu'une idée en tête, rencontrer l'exilé le plus célèbre du moment, Léon Trotsky, traqué par Staline. Le révolutionnaire communiste s'est réfugié à Prinkipo, la plus étendue des îles des Princes au large d'Istanbul. 2 jours après son arrivée, Simenon embarque pour 1 heure de bateau sur le mythique Bosphore, enchanté par l'esprit bon enfant de la traversée. Je garde mon impression de beau dimanche de banlieue de Guinguette. Il y a des couples d'amoureux sur le pont du bateau, des paysans qui transportent des poules et des coqs dans les cages, des marins en permission qui sourient d'avance au plaisir qu'ils vont se donner. Voilà comment il décrit la traversée. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça. Surtout si vous venez en week-end, vous ne pourrez même pas trouver de place non seulement assise, mais debout, tellement c'est bondé de monde, dès qu'il fait beau. À Büyükada, le nom turc de cette île des Princes, Simenon se laisse prendre par la douceur de vivre, la quiétude qui règne. La colline boisée et les villas cossues lui rappellent les banlieues chics de l'ouest parisien. Une surprenante sensation de déjà-vu. Meudon ou Saint-Cloud, avec les couleurs de la Côte d'Azur. Les pentes sont douces et vertes, ombragées de pins maritimes. Mais c'est la banlieue. Ce sont des dactylos et des midinettes qui rêvent au fond des petites barques où rament leurs amoureux. Alors Simenon voit juste, en effet, déjà en 1930, Prinkipo, c'était une banlieue de villégiature, ça l'est encore aujourd'hui, ça l'était d'autant plus à l'époque. En fait, ça a commencé en 1846, quand la compagnie municipale a installé une ligne régulière de bateaux. À partir de là, les familles riches de l'Empire ottoman puis de la République ont construit des maisons ici, des yalı. C'était les Grecs, les Arméniens, les Juifs, la nouvelle bourgeoisie turque montante ou les pachas ottomans qui venaient passer l'été avec leur famille ici. Mais avant de devenir une riante station balnéaire, l'île, comme le reste de l'archipel, a connu des heures sombres. Durant des siècles, à l'époque de l'Empire byzantin, les monarques y enfermaient leurs rivaux, les prétendants au trône. D'où le nom d'île des Princes, en mémoire de ces exilés forcés.
Alors on pourrait penser que c'est un exil doré parce que c'est très beau, il y a des arbres, il y a la mer, mais en fait ils crevaient les yeux des princes, ils essayaient d'éviter qu'ils puissent prendre le relais du trône. C'était un peu le lieu où on enfermait les masques de fer des Byzantins. En cette année 1933, l'île accueille encore un exilé célèbre, Léon Trotsky. C'est en calèche que Simenon, jeune journaliste heureux d'avoir décroché l'entretien, se rend dans la maison occupée depuis 4 ans par l'un des fondateurs de l'Armée rouge. Alors pour Simenon, oui, c'était un vrai scoop de rencontrer Trotsky parce que c'était quand même une personnalité légendaire. Et ensuite, à cause de la bagarre avec Staline, c'était devenu aussi la principale figure d'opposition à Staline. Donc c'était une personnalité importante et surtout exilée dans une île en Turquie. Donc il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Simenon avait vraiment envie de faire cette interview. Et ils se sont beaucoup entretenus d'Hitler. Trotsky et Madame Trotsky ne descendent même pas au village. À quoi bon? Il faut être là pour le comprendre, sur la terrasse qui surplombe le jardin et la mer, avec pour tout horizon tout proche l'Asie d'une part et l'Europe de l'autre. Dans les pièces, les murs sont nus, tout blancs. Et il n'y a que des rayonnages et des livres pour apporter quelques diversions. Les livres sont en toutes langues et je distingue Le Voyage au bout de la nuit, dont la couverture est bien fatiguée. C'était une maison simple, belle en effet, qui a une superbe vue, qui est dans la nature, le jardin, tout ça, le décor est très beau. L'ennui, c'est que Büyükada, à l'époque, c'était encore moins peuplé qu'aujourd'hui, beaucoup moins fréquenté. En hiver, surtout, il n'y avait pas un chat. Il y a quelques bateaux qui venaient. Et c'est pour ça que la police d'Istanbul avait conseillé à Trotsky de venir sur l'île, parce que c'était plus facile d'assurer sa sécurité. Simenon ne s'attarde pas dans les rues, pourtant si pittoresques. Il laisse Trotsky derrière lui et reprend le bateau pour Istanbul. Les jours passent. Simenon s'imprègne de la ville et l'idée d'un roman, Les clients d'Avrenos, commence bientôt à germer dans son esprit. L'histoire de Nouchi, danseuse arriviste qui a quitté Vienne pour les milieux louches d'Istanbul dans l'espoir de devenir riche et célèbre. Comme Simenon, elle se devait de descendre au Pera Palace, le grand hôtel prestigieux emblématique de la classe aisée d'Istanbul. Et déjà, à l'époque, une légende. Tout le monde rencontrait tout le monde dans cet hôtel. Les espions rencontraient les contre-espions. Les contre-espions cherchaient les espions. Les ambassadeurs cherchaient des ambassadeurs. Cette ère a été respirée par des écrivains, par des grands généraux, par des comédiennes, par des grands hommes, par des grandes femmes. Par exemple, on sait que Matahari a séjourné Ernest Hemingway. On doit citer aussi Sarah Bernard. Quand vous entrez, vous êtes écrasé avec les colonnes, avec les miroirs, avec les meubles. Donc, vous sentez, vous prenez un grand souffle et vous dites, voilà, quelle beauté. L'architecte, c'est grand architecte. Il a mélangé tout. Il a ajouté des moucharabia orientales. Il a mis un peu de tout, des grands miroirs. À côté de ça, des meubles classiques. La lourde décoration avec un mélange de l'Orient et de l'Occident. Du temps de Simenon, le Pera Palace est depuis 40 ans le symbole de la modernité occidentale à Istanbul. Il est équipé d'un ascenseur électrique, le premier en Europe après celui de la Tour Eiffel. Ce petit bijou en fer forgé et boiserie nous transporte dans les années 1900. Le Pera Palace est au cœur du quartier du même nom. Un quartier cosmopolite, celui des Grecs, des Arméniens et des Juifs, celui aussi des ambassades, des restaurants et des cafés. Un lieu très à la mode à l'époque où les Occidentaux expatriés viennent s'encanailler. Ici se trouve Avrenos, le restaurant grec fictif du roman de Simenon. Celui où Nouchi, la danseuse, repère ses prochains admirateurs. Il fallait descendre 2 marches pour arriver dans une salle basse, au mur peint en jaune, où il y avait une dizaine de tables et un comptoir chargé de victuailles. Dès les premiers pas, Jean-Sac avait rencontré des amis qui avaient reculé leurs chaises pour faire place aux nouveaux venus. Dans ces petits cafés des années 30, on avait plus ou moins la même ambiance, seulement les habits étaient différents. De fumer un narguilé, de boire un café, de jouer un backgammon, c'était toujours pour animer les fins de la journée.
qu'est-ce qui a fasciné Simenon plus? À mon avis, c'est de trouver un Orient occidentalisé, ou bien un Occident qui se transforme en Orient. Un mélange d'Orient et d'Occident. Je pense que c'est ça. À Istanbul, Simenon fréquente les cafés, mais aussi le monde des ambassades, la haute société. Notamment une famille prestigieuse, les Ostrorog, qui possèdent un yalı, l'une de ces maisons luxueuses sur les rives du Bosphore. La légende raconte que les Ostrorog voulaient donner un sujet d'inspiration à Simenon, qui aurait bien aimé visiter les bas-fonds d'Istanbul. Donc ils ont organisé une sorte de fausse fumerie d'opium et une fausse descente de police. Bien sûr, Simenon n'a pas été dupe, mais on dit aussi que c'est un petit peu pour se venger de cette soirée qu'il aurait écrit cette scène dans le yalı où il présente des personnages un peu décadents. Nooshi est invité par un riche ambassadeur suédois dans son yalı lors d'une fête. La plume acérée de Simenon s'en délecte pour décrire, à travers les yeux de la danseuse, l'opulence de ces yalı et les fastes indécents de cette élite. Le palais aux chevaux, ouvert au public, témoigne aujourd'hui du luxe inouï qui régnait dans ces demeures. C'était, dans la salle à manger, le dîner aux bougies. Il y en avait une centaine qui éclairaient la table et les visages de leurs flammes paresseuses. La table était longue. De temps en temps seulement, Jonsac apercevait le visage animé de la danseuse ou entendait son rire, tandis que près de lui, Selim Bey récitait un poème à Lélia. D'une part, il est émerveillé par le faste du yalı, mais d'autre part, il y voit un monde vraiment en déliquescence, puisque le yalı est vraiment le cadre d'une scène dramatique, qui est la fausse noyade d'une jeune fille. Je pense que pour Simenon, le yalı représente cet univers en train de s'écrouler. C'est peut-être aussi la crise existentielle de l'Europe à l'époque de la montée des fascismes, mais il est évident que le yalı, c'est un univers en voie de disparition. Simenon file la métaphore. Pour lui, les yalı sont les oripeaux d'un faste ottoman décadent, en train de disparaître au profit des valeurs de la jeune République de Mustafa Kemal. Quand il arrive à Istanbul, ça fait 10 ans que la République turque est installée et le monde des yalı est un monde vraiment qui a disparu, on peut dire, de l'univers de la République, puisque si on étudie les discours d'Atatürk à cette époque, on voit qu'il définit ce qu'il appelle les 6 flèches, c'est-à-dire l'État, la nation, le peuple, la laïcité, les réformes, la République. Donc on est très loin de l'idéal des yalı et surtout de la façon dont le décrit Simenon avec des désœuvrés qui s'enivrent au champagne et qui fument du hashish le soir. Quelques semaines après son arrivée, Simenon quitte Istanbul. Mais il n'oubliera jamais les décadents stambouliotes et leur comédie humaine. Ils réapparaîtront quelque part en exil dans plusieurs de ses romans policiers. De nos jours, on peut admirer le faste des années 30 à Istanbul, le nez en l'air, dans les rues du quartier Pera. Alors Simenon prétend avoir couché avec 10 000 femmes. Théodora, la courtisane impératrice, aurait-elle fait partie du harem? C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Si Simenon avait vécu l'Istanbul du VIe siècle, sûr que cette femme ne l'aurait pas laissé indifférent. Istanbul s'appelle alors Constantinople et cette femme Théodora. Son histoire a traversé les siècles. Plus tard, elle sera incarnée au théâtre par Sarah Bernhardt ou Jenny Churchill. Théodora est fille d'un dresseur d'ours. Autant dire qu'elle ne fait pas partie de la bonne société. L'historien Procope de Césarée, qui ne la porte pas dans son cœur, dira d'elle que c'est une débauchée qui couche même avec les esclaves des maîtres en utilisant, je cite Procope, des techniques d'accouplement chaque fois différentes, c'est dire si elle maîtrise son art. Courtisane sûrement, mais aussi danseuse et comédienne, elle sait que son physique avantageux n'est pas suffisant. Auprès de ses amants, elle apprend à lire, elle apprend aussi les codes de l'aristocratie, et quand elle rencontre le futur empereur Justinien, c'est le coup de foudre.
Pourtant lui, c'est une oie blanche, austère, végétarien et buveur d'eau. Théodora lui apporte la tempête qui lui manque. Pour l'épouser, il va jusqu'à faire changer la loi qui oblige les patriciens à se marier entre eux. Ce n'est pas le seul changement législatif imposé par l'empereur qui ne dort jamais, comme on le surnomme. Il veut donner à l'Empire romain d'Orient un coup de prestige, et ça, y a pas de mystère, ça passe par un coup de pression fiscale. Résultat, dans la rue, ça gronde. Les tuniques bleues, issues de la haute société, défilent aux côtés des tuniques vertes, des classes populaires. Oui, l'empereur Justinien, par Jupiter, lui aussi a dû affronter les gilets jaunes. On brûle la préfecture, le Sénat, les églises. On veut l'abdication de Justinien. Pas question, lui intime Théodora. Si tu abdiques, j'annule tout. Justinien envoie donc l'armée, 30 000 morts, mais tout rentre dans l'ordre. Aujourd'hui, dans la basilique de Ravenne, le portrait de Théodora est exactement au même niveau que celui de l'empereur, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Grâce en partie à sa femme, Justinien connaîtra 38 ans de règne, l'un des plus longs de tous les empereurs byzantins. Vous voyez ce petit bijou? J'aurais adoré le tricoter moi-même, mais je suis